Bonjour et bienvenue, chers membres, à notre toute première visite guidée virtuelle organisée par la Journée de membres dans le cadre du lancement de l'exposition Chapleau, profession caricaturiste. Je me présente, Asha Cortland, chargée de projet à l'Action éducative, citoyenne et culturelle pour le musée. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour ce moment d'échange autour de l'exposition et c'est avec un immense plaisir que je vous présente nos invités, M. Christian Vachon et Serge Chapleau. Christian est chef de gestion de collection et conservateur de l'art documentaire de Musée McCord depuis 2010. Il est également membre du conseil d'administration en tant que conservateur affilié pour l'Association des caricaturistes canadiens. Christian est spécialiste en imagerie canadienne du 18e siècle à nos jours. Sa passion pour la caricature politique et éditoriale a permis au musée de mettre en valeur sa collection de plus de 40 000 dessins, dont près de 7 000 sont conçus de la main de l'artiste vedette Serge Chapleau. Serge Chapleau est sans aucun doute le caricaturiste le mieux connu et apprécié au Québec. Ses dessins se démarquent dans la presse québécoise depuis presque un demi-siècle. Autodidacte, artiste multidisciplinaire et personnage public, il occupe une place éminente au sein de l'humour québécois. Le Musée McCord collectionne les œuvres de Serge Chapleau depuis 1996. La collection représente une cinquantaine d'années de production de 1969 à 2019. Le Musée McCord est fier et honoré de présenter cette exposition qui est la première rétrospective consacrée à l'œuvre de ce monument de la caricature. Avant de passer la parole à Christian et Serge, un petit mot sur le déroulement de l'événement. La visite de l'exposition durera 30 minutes et se déroulera en français. Elle sera suivie d'une période de questions bilingues de 15 minutes. Vous pouvez poser vos questions via la boîte de conversation instantanée qui s'affiche en cliquant sur l'icône « Conversation » et il me fera plaisir de les transmettre ensuite à Christian et Serge. To our English-speaking members, please feel free to join with your questions and it will be my pleasure to translate them. Bonne visite à tous et je passe la parole maintenant à Christian et Serge. Merci, Asha. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous offrir cette visite virtuelle. Alors, on innove. Pandémie oblige. On ne peut pas vous recevoir en groupe à l'intérieur du musée. Alors, on vous apporte, on vous offre dans vos foyers, sur votre écran d'ordinateur, cette visite-là où vous allez voir différentes scènes de l'exposition. On va parler plus en profondeur sur certaines caricatures, tout ça avec plein d'anecdotes de la part de Serge Chapleau qui a conçu ces œuvres-là et qui les connaît bien. Alors, si on a réussi à constituer une collection aussi importante de caricatures éditoriales canadiennes au musée McCord, c'est grâce à la générosité des caricaturistes. Serge est un donateur régulier. À chaque année, il nous donne des centaines de dessins et on a pu constituer comme ça le fonds Serge Chapleau qui comprend plus de 7000 dessins, esquisses, illustrations, photographies, etc. Alors, on avait tout le matériel pour produire cette expo-là. Elle était due. Chapleau se méritait cette exposition-là. On est bien fiers de vous la présenter, surtout en temps de pandémie. Ça a ajouté un certain degré de difficulté, mais on a réussi. On est fiers du résultat. Vous allez voir. Alors, merci. Serge? Ah, j'ai Serge au téléphone. Bonjour, Serge. Alors, Serge est en train de redémarrer sa machine et il devrait se joindre à nous dans peu de temps. Alors, peut-être encore vous expliquer ce qui s'en vient. L'exposition est prête. Elle a ouvert hier. Elle a été lancée virtuellement et maintenant, c'est une exclusivité pour vous, les membres du musée. Et on a quand même filmé différents plans dans l'exposition. C'est ce qu'on s'apprête à vous montrer et on veut discuter de certaines pièces et expliquer un peu aussi comment elle est conçue, cette exposition-là. C'est une exposition qui présente plus de 150 œuvres originales de Chapleau. Des caricatures, mais il y a également des dessins, des affiches, des bandes dessinées, etc. On l'a divisé en 4. C'est une rétrospective, mais dans les 4 parties, on reprend de A à Z la chronologie. Alors, la première partie, on l'a appelée « Péché de jeunesse ». Donc, c'est les œuvres de Chapleau avant
qu'il ne devienne un caricaturiste. La deuxième partie, on l'a appelée gueule d'artiste. Pourquoi? Ce sont des portraits de musiciens, d'humoristes, de comédiens, parce que Chapleau est le caricaturiste québécois, canadien, qui a illustré le plus la colonie artistique au Québec, mais également internationale. Alors, on a dédié toute une section de l'exposition à ces portraits, des portraits caricaturaux de ces vedettes-là, de ces artistes-là. Ensuite, dans la troisième partie, on passe aux choses sérieuses. C'est la politique. C'est une section immense qui comprend plus de 90 caricatures de politiciens. Et comme Serge a une carrière quand même assez longue qui s'étale sur près de 50 ans, il a dû préparer ses caricatures avec des médiums artistiques différents. Ça a évolué la façon qu'on imprime les journaux. Alors, il s'est toujours adapté à toutes les nouvelles techniques. Alors, à travers cette évolution technique-là, ce qu'on présente finalement, c'est 50 années d'histoire du Québec, de Trudeau père, Drapeau et René Lévesque. On se rend jusqu'à Trudeau fils et François Legault et Valérie Plante. Alors, il y a toute l'histoire du Québec du dernier demi-siècle. Et la dernière partie, on l'a dédiée à son personnage. Ah, bonjour Serge. À son personnage iconique qui est Gérard D. Laflaque. Voilà. Alors, re-bienvenue parmi nous. Ça arrive juste à temps, Serge. Pardon? Ça arrive juste à temps. Excusez-moi, mais c'est comme ça les ordinateurs, surtout les miens. On vient de souhaiter bienvenue à tous les membres. Christian avait fait un survol très rapide de différentes sections de l'expo. Serge, veux-tu dire un petit mot avant qu'on passe à la vidéo? Ben, je veux juste dire que je suis content d'être venu parmi vous. Je n'étais pas là et je ne sais pas qu'est-ce que Christian a parlé contre moi. J'espère que non. Alors, j'ose espérer que vous allez apprécier la visite qu'on va faire de l'exposition. Bienvenue. Hein? Oui, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup. On va démarrer la vidéo maintenant pour voir l'exposition plus près. Alors, lorsqu'on arrive au début de l'exposition, on voit cette citation qui est la citation préférée de Serge. Je pense qu'on pourrait faire un arrêt ici. Honnêtement, cette citation-là que j'aime beaucoup, mais elle n'est pas de moi. J'aurais aimé ça, pouvoir la faire moi-même. La caricature doit se pratiquer avec l'adresse d'un chirurgien et les intentions du boucher. Ça résume très bien ce qu'on fait dans la vie assis à une table à dessin. Mais c'est très beau. Comme on dit tout le temps, c'est clair que quand je vois une citation comme ça ou quand je vois une belle caricature de quelqu'un d'autre, c'est un peu insultant parce que la seule chose que je me dis, c'est pour comment ça se fait que je n'ai pas pensé, moi. Mais je trouve que cette citation-là te ressemble beaucoup, Serge, parce que tu as un dessin très fin, très réaliste, bien réussi, bien fignolé. En même temps, tes propos sont parfois décapants. Alors, les intentions du boucher, on les retrouve là. Alors, lorsque tu m'en as parlé, on a décidé de la retenir pour débuter l'exposition. On trouve que ça donne le ton pour les visiteurs. Si jamais il y en a qui ne te connaissent pas, ils savent maintenant à quoi s'attendre dans l'exposition. Exact. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, l'exposition McCord est totalement bilingue. J'ai un de mes amis hier, un anglophone, j'ai un ami anglophone, qui est venu voir l'exposition, qui m'a envoyé un email en disant qu'il trouvait ça fabuleux de pouvoir la voir dans les deux langues complètement. Ce qui permet à quelqu'un, je sais que je suis un caricaturiste du côté français, mais c'est très bien expliqué partout au cours de l'exposition. Alors, on n'a pas besoin de comprendre le français ou un des deux côtés, ça se voit très bien, dans une langue ou dans l'autre. Je dirais qu'en italien aussi. Alors, en poursuivant, il y a cette projection-là de ton autoportrait et en tournant le coin, on voit le plus ancien dessin que tu as réalisé, que tu as dessiné à 9 ans, qui a survécu. Alors, on connaît Spip, l'écureuil de Spirou.
C'est le seul dessin que j'ai survécu parce que chez moi, les dessins, on s'en servait pour allumer le feu. Il n'y avait pas d'esprit de collectionneur dans la maison, surtout pas ma mère. Mais un de mes grands frères regardait ce dessin-là. Il me l'a donné, j'avais 35, 40 ans. Il me dit, tiens, j'ai gardé ça pour toi. J'étais très surpris. J'étais content parce que c'était une petite écureuil, quand même pas très bien dessiné, mais au moins, on voit qu'il y a une petite allure de 3D dedans. J'étais vraiment satisfait de ça. À 9 ans, à 9 ans, on remarque que tu as un sens développé des proportions. Oui. Qui est vraiment bien proportionné. Alors, un peu sale, là, mais c'est pas grave, ça. Alors, évidemment, on poursuit dans l'exposition et on a fait une ligne de vie. C'est pas que ta vie est terminée, mais on voulait souligner 12 moments clés de ton histoire personnelle. On appelait ça de la petite à la grande patrie parce que tu es né sur la rue de Relais, dans le quartier de la Petite Patrie. Et grâce à tes coups de crayon et à ton humour, tu as conquis le cœur de la grande patrie, qui est celle du Québec. Tout le monde te connaît. Et cette ligne de vie-là marque différents moments de ta carrière et différentes publications. Et ici, on se rapproche de ces années-là, 97-2019, pendant lesquelles tu as été 15 fois finaliste dans la catégorie caricature au concours canadien de journalistes, qui est la plus haute, le plus grand honneur pour un caricaturiste. 15 fois finaliste et 8 fois gagnant. Tu as gagné récemment en mai pour une 8e fois. Ici, on voit avec David Johnston, le gouverneur général, quand tu reçois l'Ordre du Canada. Alors, si on arrête un moment avant d'aller plus loin. Ça, c'est le bout de l'exposition. C'est peut-être intéressant pour les visiteurs. Moi, c'est le bout que j'aime passer très vite à travers. Parce que vraiment, ça part de ma naissance, ça part des moments, ça me rappelle des souvenirs, des moments moins drôles, agréables, des bouts où je n'ai pas de job. Moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs personnels. Par contre, j'ai l'impression que quelqu'un qui regarde ça va bien se rendre compte que je n'ai pas été caricaturiste à partir de l'âge de 9 ans. Ça a pris beaucoup d'années et beaucoup d'expériences différentes. Il n'y a pas d'école de caricature. Je ne pensais pas devenir caricaturiste. On ne pense jamais ça. On ne va pas à l'école en disant « Tiens, je vais suivre le cours de caricature. » Et non, il n'y en a pas. Alors, c'est un métier qui est un accident de parcours. On arrive, on fait des petites blagues, on s'amuse, on fait de la bande dessinée. Et tout d'un coup, bang, un bon contrat, quelque chose qui marche, on se sent à l'aise là-dedans. Et voilà, on devient caricaturiste. Ben, cette section-là montre justement des œuvres avant que tu deviennes un caricaturiste. C'est pour ça qu'on l'a appelé « Péché de jeunesse ». Et on a voulu montrer ce qui a survécu de tes contrats à l'époque en tant que graphiste ou même maquettiste de journaux étudiants dans lesquels tu parsemais tes premières caricatures. On en montre quelques-unes. Puis, tu as travaillé pour les grands ballets canadiens. On voit l'affiche Tommy du ballet opéra rock du groupe The Who. Et c'est une affiche qui a voyagé dans le monde avec la tournée des grands ballets. Alors, il y a des choses comme ça qui ont fait qu'on t'a remarqué et tu as fait des pochettes d'albums. Alors, ici, on voit tes projets, tes contrats plutôt. Et sur l'autre mur, si on poursuit, on voit plus tes projets personnels qui sont des bandes dessinées, des dessins d'humour. Ici, on voit l'affiche plus en détail qui fait vraiment 60s. On est à cette époque-là. C'est une affiche qui date de 71. Tu vois, on voit ton nom à droite, illustration Serge Chapleau. Que de souvenirs. Je me souviens surtout de la fille que j'ai posée comme modèle. Et là, on voit tes bandes dessinées et tes projets personnels. Et dans la vitrine, on voit tes influences de l'époque qui se résument à Don Martin du magazine Mad. Et il y a également Franquin, qui est probablement ton mentor. Franquin, dessinateur du Marsupilami, Spirou, Fantasio et surtout Gaston Lagaffe. Et il y a Gottlieb aussi avec ses rubriques à Braque, ses dingos dossiers. Ça, c'est la période de recherche. On voit un de mes premiers dessins caricatures. On peut continuer, on va le voir de plus près.
J'ai essayé. En fait, voilà. Voilà. Je me suis essayé, dit, tiens, je vais faire un peu comme les grandes gueules de pilote, je vais essayer d'en faire un. Je n'étais pas complètement satisfait. Je me dis, tiens, quand même, peut-être je suis capable, et c'est de là que ça partit. En fait, c'est la période sexe, drogue and rock and roll. Maintenant, il me reste un peu de rock and roll, c'est à peu près tout. On peut continuer la vidéo parce qu'on va voir un gros plan sur ce dessin-là. Voilà. Alors, tu l'as fait au crayon de couleur. Tu étais aux îles de la Madeleine en 71. C'était au Prismacolor, dans un petit modèle bien tranquille, que de bons souvenirs. Mais je n'étais pas complètement... C'était une première expérience. Je me disais, OK, est-ce que je peux faire ça? Ça m'a un peu convaincu de me dire, avec un peu de pratique, peut-être que je peux réussir à faire ça. De toute façon, je m'étais bien amusé à le faire. Et ensuite, ça a amené à Perspective. C'est ça qui m'a amené à Perspective. Le magazine Perspective, qui était tiré au Québec, à un moment donné, ça tirait à 800 000 copies. C'était distribué dans 5 ou 6 journaux. C'était vraiment une très grande circulation. Je faisais une page couleur complète à chaque semaine d'une personnalité du monde artistique. Et ça a pogné beaucoup. It was an instant hit. Et ce qui m'a permis de partir ma carrière, c'est complètement fabuleux. Ça a changé ma vie complètement. Alors, tout ça part de ce dessin-là. Yes. On va continuer la vidéo. On veut montrer, on parle de péché de jeunesse. Tu as fait quand même des petites choses amusantes, tu as exploré, tu t'es inspiré. Et on aimerait montrer des mini BD. Bon, voici tes influences, les grandes gueules de pilote au centre. Et ça, c'est une mini bande dessinée. En fait, on en a 2 dans l'exposition. Et on y voit une certaine influence d'André Montpetit, qui est un BDiste québécois, qui était un de tes colocs avec lequel tu as travaillé au Polyscope aussi. Oui, beaucoup. C'est toujours étonnant de voir ce dessin-là plein écran parce que ça mesure 2 pouces par 3 pouces. Oui, oui. C'était une minuscule petite aventure de dessin très déprimant. En fait, c'est la base même, le début de la flaque part un peu de là. Parce que le personnage s'appelle l'homme flaque. Oui. Et même, il y a un autre personnage qui s'appelle Polo. Et il y a un Polo dans les dieux créant la flaque. Absolument. C'est toujours le serviteur, le gars derrière l'écran. Et là, on voit, c'est écrit « Vas-y, Polo, fesse ». T'écœures tellement la flaque. Ça, c'est en 69. Oui, alors, ça va très mal pour le pauvre monsieur. Ça va très, très, très mal. Là, on se rend justement à tes dessins de perspective. On change de section et c'est la section des gueules d'artistes, comme les gueules de pilotes, mais c'est des artistes québécois. Il y en avait tellement, on a choisi 40 originaux, mais on voulait tous les montrer. Dans cette mosaïque-là qui est projetée sur le mur, on en voit plus de 400. On reconnaît les mêmes, parfois 2 ou 3 fois, mais il y a plus de 400 caricatures d'artistes, de comédiens, d'humoristes québécois. Oui, je dis toujours que ça fait, je pensais jamais que j'en avais dessiné tant que ça, mais ça fait 400 personnes qui ne m'adressent plus la parole. Il y a beaucoup de monde là-dedans, surtout les artistes, avant que je passe aux politiciens. Les artistes ont beaucoup de petits caractères, on s'aime beaucoup. Alors, quand tu es critiqué en caricature, quand tu es fait avec les côtés un peu croches, souvent, ce n'est pas nécessairement apprécié. Ils font semblant d'aimer ça, mais ils veulent te graffiner. Alors ici, on montre le premier dessin que tu as publié dans le magazine Perspective. Alors, si on poursuit la vidéo, on va avoir un gros plan. Voilà. Alors, on reconnaît Gilles Vigneault et si on descend un peu plus bas, son pied de micro, il y a une pelle attachée. Il est en train de déneiger sa voiture dans l'un de nos hivers typiques. Peux-tu nous raconter l'histoire? On va arrêter l'image là. Bien, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai fait ce dessin-là. Je n'aimais pas la tête. Alors, j'ai coupé la tête avec un X-Acto. J'en ai fait une autre. J'ai collé la tête avec du rubber cement sur l'original. Je suis allé présenter ça à Perspective. Ça a marché. Ce que je remarque le plus là-dedans, c'est que l'auto, c'est une 71, effectivement. C'est un Chevrolet Bel Air. Ça fait donc très longtemps. Mais c'était vraiment un premier dessin. Et M. Gascon, qui était le patron de Perspective,
a dit « OK, ça marche, tu fais ça une fois par semaine, tu fais un gag et tu en fais une par semaine. » Et voilà, ça partit là. Si M. Gascon n'avait pas été présent là, s'il ne m'avait pas engagé, je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui en train de vous parler de caricature. Mais c'est important ce que tu dis. Tu parles d'un gag. Parce que dans les grandes gueules de pilotes, ce qu'on voit, c'est des portraits de célébrités, de personnalités. Toi aussi, tu fais des portraits, mais tu ajoutes un gag. Donc, ça devient une caricature. On voit d'ailleurs que mon style de dessin, là, c'est fixé sur le corps. Je me reconnais très bien. C'est moi qui servais de modèle. Les jambes sont toujours très minces parce que je mesurais, et je mesure encore, 6 pieds 3, je rapetisse un petit peu, mais il y a eu un temps où je pesais 140 livres. C'est pas très gros. Alors, ces jambes-là, ce côté cartoon, c'est influencé par moi-même. On va poursuivre, on va aller voir une autre caricature qui a été publiée dans Perspective. Il y a une petite anecdote ici parce que Perspective s'est permis d'en censurer une partie. Et c'est un peu curieux, mais Perspective, à cette époque-là, avait une campagne de publicité de cigarettes avec Louise Marleau. L'argent pour faire vivre ce magazine-là venait vraiment des grosses compagnies de tabac qui payaient des fortunes pour avoir des pleines pages. Louise Marleau avait fait une pleine page où elle fumait une plus John Players Special. Alors, oui. J'ai refait la caricature naïvement en pensant que Perspective la passerait à côté de la vraie annonce. Bien sûr, le commanditaire a complètement refusé. Alors, ils ont tout coup découpé mon dessin pour passer la face de Louise Marleau, mais jamais le bas du dessin, que j'ai retrouvé des morceaux dans la poubelle du graphiste de Perspective. J'étais un petit peu fâché. Tu as récupéré les morceaux parce que tu les as donnés. Absolument, vous les avez montés. C'est très bien de montrer comment le respect de l'œuvre. Et on continue avec une autre caricature, mais en fait, c'est comme une planche de BD, de bande dessinée, que tu as publiée dans Perspective, voilà, quand tu as décidé que tu étais pour dessiner maintenant des politiciens. Ben, c'est qu'à un moment donné, quand tu as fait le tour du merveilleux monde des vedettes, il faut que je trouve d'autres choses. Puis là, bien sûr, je me suis fait une petite bande dessinée de moi-même. Je l'ai, j'ai enfin trouvé. On va dessiner des politiciens. Hein, on dit, je rêve de dessiner des gens qui ont des nids immenses, des grandes oreilles, des grandes loups, des grandes gueules, des gens bourrés de défauts, à vous faire mal au ventre. Mais qui ce serait? Ah, ça y est, des politiciens. Alors, c'est là que ma carrière de caricaturiste éditorial a commencé. On est en 72, c'est à l'automne 72. Alors, tu annonces ça dans le journal. Ne manquez pas la semaine prochaine une nouvelle série de caricatures, Les politiciens, et on ne voit pas la tête de ta prochaine victime. Alors, on poursuit et on va changer de section dans l'exposition. Et là, c'est des choses sérieuses. C'est la politique. On a appelé cette section-là faire des petits bonhommes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, Serge Chapleau, tu nous réponds souvent, moi, je fais des petits bonhommes. Exactement. Alors, on l'a appelé comme ça. Et ici, on se concentre sur un groupe de 4 caricatures de Jean Drapeau. Et c'est un survol de 40 ans. Parce qu'à travers ta longue carrière, tu as dessiné Drapeau, mais tu as dessiné avec des médiums techniques différents. On vient de voir un dessin à la plume. Ce dessin-là, ici, avec Jean Doré, est coloré à l'Écoline, qui est un type d'aquarelle. Ensuite, on poursuit avec ce qui est vraiment ton médium par excellence, la mine de plomb, le crayon à la mine. Alors, toujours Drapeau avec un de ses successeurs, c'est Pierre Bourque. Et tu vas ensuite découvrir les possibilités des logiciels d'assistance graphique. Tu vas incorporer l'ordinateur à ta façon de créer des caricatures. Et là, on en voit un exemple de Drapeau ici avec Gérald Tremblay. C'est chacun leur legs à la ville de Montréal. Alors, on voit que j'ai passé, Drapeau a servi de lien, mais j'ai passé toutes les maires. Je me suis rendu même aujourd'hui avec Coder puis avec Valérie Plante. En ce qui fait dire que les politiciens passent,
mais le caricaturiste reste. C'est très bien dit. Alors, on poursuit. Dans cette grande section-là sur la politique, c'est un véritable cours d'histoire, comme je disais tout à l'heure, et ça couvre 50 années. Il y a des événements importants, il y a des caricatures sur le référendum, l'élection du Parti québécois, entre autres celle-là ici, que moi, personnellement, j'adore, Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film de Milos Forman vient de sortir. Et toi, tu appelais ça Vol au-dessus d'une élection de coucou. C'est la campagne électorale de 1976 qui va mener le PQ au pouvoir. Mais là, on reconnaît Bourassa, il y avait Lévesque, Rodrigue Biron, Camille Sanson. C'est ton style qui est un peu différent dans les années 70 où tu dessines à la plume. J'essaie de trouver des techniques. D'ailleurs, on a remarqué dans ce dessin-là que le seul qui n'a pas une camisole de force, c'est René Lévesque. Je pense que j'avais un petit penchant pour. Tu étais souverainiste. Mais par la suite, ton véritable médium, et tu dis souvent, moi, j'étais un gars de crayon, puis de face, puis de calepin, puis j'ai toujours dessiné à la mine de plomb. Et là, on voit tes fabuleux dessins qui ont dû prendre des heures. Ça, c'est Jean Chrétien, qui est le politicien que tu as dessiné le plus souvent. Mais en fait, c'est un dessin pour la couverture de ton premier livre de la série L'année Chapelot. Celui-là est paru en 93. Et bon, on voit tes 4 premiers livres ici. Et là, tu produis des caricatures à la mine de plomb. Et on en montre beaucoup dans l'exposition. Ça devait être fastidieux comme travail. C'était très long. C'est le moment où le caricaturiste se dit « Ciel que j'aimerais avoir un style très facile avec 2-3 coups de crayon pour pouvoir aller faire autre chose que de passer 8 heures de temps sur la planche à dessin. » Mais j'aimais les résultats. J'étais content. Tu vois, la regarde ici, celui qu'on voyait auparavant, notre ami Pierre Bourque encore. Voilà, merci. Ça, au départ, c'est un croquis, parce que si on regarde, le papier est presque transparent. C'est une tablette de croquis. Et souvent, tu commences tes dessins dans cette tablette-là, puis ensuite, tu les redessines d'une manière plus finie sur un carton plus fort, sur un meilleur papier. Mais dans le cas de ce dessin-là, tu as vraiment bien eu son expression complètement dépitée et c'est le dessin qui a été publié. C'était l'esquisse de départ. De temps en temps, quand tu es complètement satisfait de l'humeur, de l'air que je voulais donner à Bourque, bien là, j'en profite. J'étais très content. Je n'étais pas pour recommencer à zéro. Je n'aurais jamais réussi comme ça. Là. On poursuit avec probablement le dessin que les gens connaissent le plus de toi, qui est le Gilles Duceppe avec avec son bonnet. Avec sa capine. Oui, sa capine. Je prends toujours le temps de mentionner que, bien sûr, Gilles trouvait ça très dur. Il avait été visiter l'usine de fromage, il avait mis le petit bonnet. Mais la chose la plus méchante dans ce n'est pas le dessin, c'est la photo. C'est le Journal de Montréal qui avait passé la photo de Gilles Duceppe avec son petit bonnet alentour des oreilles complètement. C'était d'une tristesse épouvantable. Mais j'en ai fait une caricature, et à partir de là, pendant 4, 5, 6 ans, il a toujours eu son bonnet. Et tous les autres caricaturistes, quand ils dessinaient Gilles Duceppe, il était avec un bonnet. Je pense que quand on y a enlevé le bonnet, il était très content. Mais il en garde un bon souvenir parce que dans l'exposition, on a interviewé Gilles Duceppe pour commenter cette caricature-là. Alors, avec votre téléphone mobile, vous pouvez écouter son commentaire. Et il place ça historiquement, le contexte, etc. Pour vous montrer à quel point les caricaturistes, on aime nos sujets, il ne faut pas détester. Moi, j'aime beaucoup ces gens-là. Je le connais maintenant bien, Gilles. Et il était venu, il avait accepté, c'est quand même incroyable, il avait accepté de venir à un congrès de caricaturistes qui s'est d'ailleurs passé au Musée McCord. Oui. On était à peu près 80 dans la salle. Il a accepté de monter sur la scène, je l'ai présenté pour venir nous faire une petite conférence. Et on ne lui avait pas dit. J'avais acheté des petites capines qu'on a distribuées à tout le monde. Et je lui ai dit, Gilles, on a ri de toi, mais maintenant c'est à toi de rire de nous. J'avais mis la capine et tout le monde dans la salle a mis le petit bonnet. Il était très surpris et je pense très content. Oui. On va faire un petit saut dans le temps et on va se rendre à tes caricatures en couleur.
parce que encore là, tu innoves. Tu es probablement un des pionniers de la caricature numérique et celle-ci de Parisot en Louis Soleil, en Louis XIV, en Roi Soleil, pardon, elle date de 1995. Toi, tu t'es aperçu qu'avec Photoshop, tu pouvais ajouter de la couleur. Et c'est aussi ta passion pour les grands maîtres de la peinture classique qu'on voit là. C'est là c'est là que le caricaturiste peut tricher. J'ai pris des toiles, moi qui aime beaucoup l'histoire de l'art, tu s'en vas Jacques-Louis David, tu prends la toile du roi, tu décides de rentrer Parisot dedans. C'est des heures et des heures et des heures de travail, mais c'est très plaisant comme résultat. Je trouve ça très, très fun. Quand c'est le moindrement bien fait, tu sais, le corps du roi a été transformé, un peu plus gros, les mains, la perruque pour que ça fasse avec la figure. Ça fait des résultats agréables, non? Oui, absolument. Et on va poursuivre pour regarder une autre parodie d'un tableau d'un grand maître de la peinture. C'est un portrait de Jeanne d'Arc, mais c'est les traits de Greta Thunberg qu'on reconnaît. Et voilà. Et tu as publié ça quelques jours après sa venue à Montréal à l'automne dernier. Et si on poursuit la vidéo, on reconnaît Maxime Bernier à cause de ses propos. Mais ce qu'on voit ici, c'est la version de ton livre, l'année Chapelot 2019, parce que tu as ajouté tous les chefs des partis politiques fédéraux Tout le monde est là. pour la campagne électorale. Ils sont tous là pour profiter de Greta. Le seul qui a une allumette, c'est Maxime. Qui veut la faire brûler. On continue avec aussi, tu as vraiment le sens de la parodie. Tu parodies des tableaux de peintres, mais tu parodies également des couvertures d'albums de Tintin. Celui-ci est particulier parce qu'il y a une anecdote en arrière de ça, c'est que c'est clair que c'est tout de suite après l'assassinat horrible du journaliste quand il s'est fait dépecer en mort, que l'histoire horrible. Donc, j'ai dit que si Tintin ressortait au pays de l'or noir, puis qu'il irait dans ces pays-là, ben, il se ferait probablement assassiner lui aussi, vu que c'était un journaliste. Et la compagnie Casterman, les éditeurs, nous ont envoyé une lettre d'avocat nous disant « Vous allez retirer ce dessin-là, parce que c'est inacceptable, on ne veut pas. » Et les avocats de la presse ont répondu positivement en disant « Non, on va la garder parce que c'est de l'humour. » Et ils ont laissé tomber la poursuite en nous disant « OK, c'est correct, mais recommencez plus. » Alors, oui, très chanceux. Mais je trouvais l'image très forte de dire, regarde, mets Tintin aujourd'hui dans une situation comme ça, il va probablement finir assassiné, ce qui n'est pas agréable. Tu as fait ça justement dans le cadre du 90e anniversaire de la création du personnage de Tintin. Oui. Et c'est l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi qu'on a beaucoup entendu parler. Alors, c'est une caricature forte. Celle-là suscite moins le rire que les autres que tu fais habituellement. Là. Exact. Et en plus, c'est obligé d'apprendre de faire le style de dessin de Hergé. La ligne claire. Oui, exact. Mais tu as bien réussi. Alors, on poursuit pour voir un dernier groupe de dessins en couleur. Vous savez, comme je le disais, le fonds Chapelot contient plus de 7000 caricatures au musée. Ça n'a pas été facile d'en choisir 150 pour mettre sur les murs. Je me rappellerai toujours, on fonctionnait par personnage. Et là, c'est Donald Trump. Lorsqu'on a commencé à regarder les Donald Trump, et pourtant, tu as commencé à le dessiner la première fois en 2015. Puis ensuite, à partir de son élection en 2016, tu l'as dessiné plus souvent. On avait 91 caricatures de Trump et on avait seulement de la place pour 4 sur les murs. Alors, il a fallu réduire la sélection. Ça, c'est Trump un peu avant sa nomination. Je pense que tu mets en lumière ses liens avec la National Rifle Association. Ici, évidemment, c'est lorsque Poutine et les Russes ont été un peu accusés de l'avoir aidé pour son élection. La troisième, c'est quand il y avait un porte-avions américain près des côtes de la Corée et que là, il y avait peut-être un semblant de guerre entre les deux pays. La mienne est plus grosse que la tienne. Oui, mon missile est plus gros que le tien. Et la dernière des 4,
c'est quand que les deux politiciens, les deux hommes se rencontrent finalement à Singapour et portent le même nez de clown. Un seul nez de clown pour les deux, ça suffit. Alors, Trump, c'est quand même quelqu'un que tu aimes dessiner. En fait, on n'aime plus, il n'y a plus aucun caricaturiste qui aime le dessiner, c'est parce qu'il est beaucoup plus drôle que nous autres. Et c'est vraiment pas des bonnes choses qui se passent. Fait que c'est pas nécessairement le gars le plus agréable à dessiner. C'est pas le fun parce que de jour en jour, il y a toujours quelque chose de différent qui arrive. C'est horrible. Voilà. Et la dernière section de l'exposition, on l'a appelée « Et Chapleau créa la flaque ». Alors, un personnage en gestation depuis longtemps qui a eu différentes incarnations en caoutchouc, puis pour finir en image de synthèse. C'est vraiment ton personnage fétiche. Est-ce que Gérard est ton alter ego? Non. En fait, Gérard, pour moi, ça a toujours été, c'était pour faire une caricature, hein, pour bien résumer l'histoire, c'est de faire une caricature en caoutchouc. Donc, j'ai passé des années et des années à travailler avec mon frère, avec des amis pour trouver une formule, pour faire des moules, faire la caricature. Et je me suis dit, la caricature, elle va être faite. Après ça, on va faire des sketchs sans être obligé de redessiner le même personnage à tous les jours. On va pouvoir l'utiliser. Grande naïveté de ma part, j'ai toujours pensé que Radio-Canada, TVA, tout le monde sauterait là-dessus. Personne n'a sauté nulle part. Ça a été très dur, mais quand ça a commencé à marcher, ça a marché très bien. Alors, quand tu dis mon alter ego, c'était plutôt la flaque. La flaque, ça a toujours existé dans ma famille. C'était « ça va pas bien », c'est la mort d'eau par terre, c'est les souliers mouillés. Ça va pas bien être la flaque. Alors, Gérard Laflaque, c'était le mononcle parfait. Il avait probablement, d'après moi, 45-50 ans. Il est marié avec sa femme, il regarde la télévision, c'est un chialeux, c'est un réactionnaire de droite. Et moi, j'avais dans la jeune trentaine quand je l'ai fait. Et aujourd'hui, il me regarde mon personnage, c'est moi qui vais avoir 75 ans. Et lui, il est encore à 45-50, le sacrifice. Et lui, il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli du tout, mais il est encore un mononcle. Il est encore un mononcle, un macho, puis un impertinent qui a une opinion sur tout. Là, puis après ça, ça nous a mené à faire du Gérard en animation. Et on ne s'en rend pas compte, hein, mais ça a été avec Radio-Québec qui était en caoutchouc. Quand on était en animation, c'était 15 saisons complètes à Radio-Canada avec de très bonnes cotes d'écoute. On est parti, j'en verse encore des larmes parce que j'aurais continué. Moi, on avait beaucoup de plaisir à faire ça. C'était une grosse gang, très fun. Il n'y a rien de plus plaisant dans la vie d'être assis une fois à chaque semaine avec 4-5 amis et de trouver des gags. Quand tu dis, on se disait tout le temps, c'est beaucoup de travail, mais on est payé pour rire. C'est très, très rare. Le caricaturiste est payé pour rire du monde. Et là, on était une gang pour faire des blagues. C'est fantastique. Alors, ça a été 15 années de bonheur. Ça se voyait que vous aviez du plaisir. Puis, j'ai aimé ça, te voir regarder les extraits sur les écrans. On présente environ une dizaine de minutes d'extraits de différentes époques. On recule à Radio-Québec, Télé-Québec, à TVA avec Casse-Tête, ensuite avec et Dieu créa la flaque. Et j'invite vraiment les gens parce que c'est le fun dans un expo où on voit des œuvres encadrées au mur. Là, on prend un petit 10 minutes, on peut vraiment s'asseoir et vraiment passer toute l'historique en 10 minutes de 15 ans de vidéo. C'est très drôle, c'est très bon. J'adore ça. C'était bien fait, Christian. Merci, Serge. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui avaient des questions pour M. Chapleau ou… Oui, c'est ça. Je te rappelle à tous les membres qui sont avec nous, si vous avez des questions pour Christian ou pour Serge, vous pouvez l'écrire dans la boîte chat ou dans la boîte de questions et je vais le dire à eux. Pour l'instant, Christian et Serge, il n'y a pas de questions dans la boîte. Donc, si vous voulez dire peut-être un petit mot en conclusion pour prendre la parole. Voilà. J'ajouterais que, bien sûr, dans cette exposition-là, qui était supposée ouvrir au 13 avril, qui a été complètement retardée à cause de la pandémie, bien sûr, il n'y a aucun dessin de la pandémie dans l'exposition. Alors, on a ajouté à la fin de l'exposition un écran où il y a une cinquantaine de mes caricatures qui ont été faites pendant la pandémie.
Même si c'est d'une grande tristesse, bien, pour un caricaturiste, c'est toujours un sujet incroyable. Quand quelque chose comme ça se passe, c'est triste, c'est dur. Donc, la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'avoir un petit sourire une fois de temps en temps. J'ose espérer que j'ai fait quelques dessins, quelques caricatures le matin qui permet à quelqu'un de se lever et de dire ben, c'est pas si pire que ça, on va s'amuser un peu quand même. C'est un ajout de dernière minute lorsqu'on a eu le OK du gouvernement pour finalement terminer de produire l'exposition et la présenter. On a voulu se raccrocher à l'actualité, qui est celle de la pandémie, de la COVID-19, qui prend autant de place dans les médias. Alors, tu as commencé dès la mi-mars. En fait, ta première caricature est presque en même temps où le gouvernement annonce le grand confinement qu'on a connu. Et tu en as fait une cinquantaine, c'est incroyable. Ça a été une source d'inspiration pour toi. Oui, oui, absolument, mais c'est une façon de s'en sortir. Hein. Je ne peux pas rester. Moi, je suis confiné complètement. Alors, le résultat, c'est que tourner en rond dans la maison, c'est mieux de tourner ton crayon alentour de ton écran et de travailler. En fait, j'ai travaillé beaucoup plus parce que j'avais beaucoup plus de temps. Je n'ai pas eu le temps de descendre à la presse, je n'ai pas eu le temps de voyager. C'était strictement le travail, le travail, le travail. Ça aide à garder le mental. Excellent. Voilà. Il y a aussi dans l'exposition sur des écrans des caricatures qui étaient prévues et qu'à cause des règles sanitaires, on ne peut pas permettre aux visiteurs de toucher à des écrans. Vous comprenez pourquoi. Mais tout ce matériel-là est quand même disponible. Tous ces contenus-là, avec votre téléphone mobile, vous pouvez télécharger une application au début de l'exposition puis accéder à des centaines d'autres caricatures. Par exemple, on parlait de tes parodies de tableaux. Alors, on a un diaporama de plus de 50 parodies de tableaux par toi. Dès que tu commences à faire ça, on voit Guy Lafleur, c'est pas juste la politique, on voit toutes sortes de situations de l'actualité du moment. Il y a un autre écran qui montre tes dessins préliminaires pour Justin Trudeau. Alors, il y en a une soixantaine. Tous les tests que tu fais là, en le mettant dans différentes situations, ce sont des dessins inédits que vous pouvez voir sur votre téléphone. Je pense qu'il y a un petit bout aussi, Christian, où on voit un peu la fabrication d'un show de la FLAC. Oui, on voit la capture de mouvement, on voit le travail. Les gens pensent souvent que des petits personnages en animation à la télévision, c'est très facile à faire, mais c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Il y avait près d'une quarantaine de personnes qui travaillaient dans mon studio pour faire ce show-là. Alors, tu sais, des captures de mouvement, tu vois les messieurs habillés en bleu, des petites lumières qui bougent, les personnages, les voix, les bouches qui bougent pour suivre le langage. Assez intéressant et le fun. Il faut voir ça. Absolument. C'est une belle vidéo qu'on appelle normalement un making of. C'est toutes les étapes de réalisation. Et en exposition, on vous montre également des artefacts, dont les têtes de... Christian a gelé. Ah! En fait, c'est tout gelé. Ça va de mon côté, on te voit bien. Si tu veux continuer, Christian. On voit entre autres des têtes de plasticine qui ont été sculptées comme vous utilisiez au départ pour une numérisation en 3D. Alors, on en voit 4. C'était au départ, dans les premières années. C'est comme ça que les personnages étaient créés. Et ensuite, ils ont été créés directement à l'ordinateur. Alors, on explique tout ça dans ces vidéos-là. Que vous pouvez regarder au cours de l'exposition. Il semble en fait que c'est bien l'écran de Serge qui avait gelé, donc en espérant qu'il peut... il me semble qu'on avait perdu connexion avec Serge. Donc, on va prendre ça comme signe qu'on arrive à la fin. Juste avant de partir, en fait, on avait un commentaire d'une des participantes qui a dit « Merci à vous de nous faire rire et réfléchir ». Donc, sur ça, en fait, on s'achève nos visites guidées virtuelles.
Un grand merci à vous tous pour votre participation. Merci Christian, merci Serge, même s'il ne nous entend pas en ce moment. Je voulais vous rappeler que l'exposition sera présentée au musée jusqu'au 7 mars 2021 et qu'en tant que membre, vous pouvez visiter le musée sans réservation obligatoire. Et sur ça, nous avons hâte de vous recevoir parmi nous. Je vous souhaite une super belle journée, bonne Saint-Jean et à bientôt. Merci, Asha. Merci.